Super. Je ne vais pas faire tout un long, comment dire, tout un long exposé sur l'ensemble des aspects juridiques du VIH, mais on va se concentrer sur quelques points essentiels avec une petite mise en bouche pour rappeler que le VIH, puisqu'on parle du droit, est une maladie à déclaration obligatoire. On a pu le voir la semaine dernière dans le cadre du congrès de la SFLS, dans les présentations qui ont été faites par Santé publique France, que c'est théoriquement une maladie à déclaration obligatoire, mais malheureusement, de moins en moins, l'obligation est de moins en moins respectée par les professionnels de santé. Néanmoins, c'est une première incartade du VIH dans le droit, voilà, et qui pose aussi des questions liées à l'intimité de la vie privée, puisque un temps a été envisagé de rendre la déclaration obligatoire nominative, ce qui a provoqué en 1999 un tollé. En 2000, le législateur, enfin le pouvoir réglementaire est revenu sur cette déclaration nominative pour la rendre à nouveau anonyme. Toujours dans la présence de la déclaration du VIH, puisque c'est un peu la thématique de la soirée, depuis plusieurs années, on envisage de rendre la notification formalisée aux partenaires, c'est-à-dire une forme d'obligation, en tout cas d'incitation très forte, de la disance du VIH au partenaire ou à la partenaire. Elle est envisagée, mais elle questionne fortement, et c'est pour ça que la Haute Autorité de Santé a rappelé qu'il y avait des enjeux d'éthique collective et d'éthique individuelle qui questionnaient le consentement des personnes propriétaires de leurs données, tant dans l'aspect de la vie privée que de l'obligation de secret professionnel du médecin et de respect de l'éthique de celui-ci également. C'est une note de 2018. Mais ça reste quelque chose qui est questionné aujourd'hui. Toujours dans les premiers pas du VIH dans le corps juridique, le droit de la non-discrimination. Finalement, assez rapidement, après l'émergence du VIH et la compréhension de ces différentes manières de fonctionner, le législateur s'est saisi du VIH dans les années 90 avec le droit de la non-discrimination et l'insertion de l'interdiction de la discrimination à l'égard de l'état de santé ou du handicap dans le code pénal aux articles 225.1 et 225.2 avec une peine qui est relativement forte, doublée dans le code du travail parce que l'objectif du législateur était essentiellement d'interdire la discrimination à l'embauche et dans le travail qui était très fréquente dans les années 90. Alors, le législateur a intégré ça, sauf par contre pour lui-même, puisque, et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, le législateur a prévu quand même qu'une personne vivant avec le VIH ne puisse pas intégrer certains métiers de la police, certains métiers de la gendarmerie et la plupart des métiers de l'armée, en tout cas de l'armée active. C'est ce qu'on appelle le référentiel CIGICOP, qui aujourd'hui encore interdit aux personnes vivant avec le VIH, même quand elles sont sous traitement avec une charge virale indétectable, de concourir à certains emplois civils et militaires de l'État. Mais ça reste quand même une avancée législative fondamentale qui a été permise par le combat des associations et je pense notamment à ACT UP et AIDA. On va tout de suite arriver sur une exception. La non-discrimination, c'est possible, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, pas dans le cadre de l'assurance. Voilà. Dès les origines,
dès les premiers débats autour de la loi du 12 juillet 90 qui interdit donc les discriminations, les assureurs se sont mobilisés en initiant un groupe de travail avec des parlementaires. Alors, quand on parle de groupe de travail, ça veut dire concrètement que les assureurs convoquaient les parlementaires et leur disaient ce qu'ils avaient et ce qu'elles avaient à penser. Au Sénat fut même voté un amendement qui rendait quasi systématique la pratique du test HIV en matière d'assurance emprunteur, ce qui quand même scandalisa y compris les députés qui refusèrent à l'unanimité cette solution, mais elle était très fortement sollicitée par les assureurs. Les assureurs ont quand même réussi à faire intégrer au texte donc, de la loi du 12 juillet 90 une exemption de responsabilité qui figure toujours aujourd'hui à l'article 225-3 en matière de risque, invalidité et décès d'assurance emprunteur et de complémentaire santé, où il est donc toujours possible de discriminer à l'égard de l'état de santé, et notamment pour les personnes vivant avec le VIH, mais pas que. Pour tenter d'équilibrer la dérogation qui était prévue à l'article 225-3 du Code pénal, le gouvernement négocia une convention entre l'État et les professionnels du secteur assurantiel dans l'objectif, je cite, de faciliter l'accès à l'assurance emprunteur aux personnes séropositives parce que ça ne concernait que les personnes vivant avec le VIH. C'est une convention qui a été négociée entre l'État et les professionnels de l'assurance, sans bien sûr solliciter l'avis des personnes concernées et encore moins des associations de personnes vivant avec le VIH. Et c'est le début de 30 ans de combat entre les associations de PVVIH et les assureurs. Pardon. Hop. En 2001, une nouvelle convention a été signée, qu'on appelle la convention Bélorgey, à la suite de l'échec de la première convention, un échec assez flagrant, hein, puisque à peine une centaine de personnes avaient réussi à passer les fourches codines de la première convention, qui n'avait d'ailleurs pas de nom. La convention Bélorgey, cette fois-ci, intégrer parmi les signataires les associations de personnes concernées et a élargi le champ d'action à d'autres pathologies que le VIH. La convention Bélorgey elle-même, elle a échoué. Et du coup, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire puisque les premières conventions ont échoué, on va refaire une convention. Mais cette fois-ci, on a décidé d'arrimer cette convention qu'on appelle AERAS, qui est s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, de l'arrimer à la loi pour lui donner une force un peu supplémentaire. C'est la loi du 31 janvier 2007 qui a été mise en place, négociée par Xavier Bertrand, qui était lui-même un assureur, comme quoi le monde est petit. Cette loi donc consacre l'existence de la convention AERAS dans le Code de la santé publique et rend obligatoire sa mise à jour régulière. Mais on s'arrête là. C'est-à-dire que la loi ne prévoit absolument pas le contenu de la convention AERAS, si ce n'est quelques bornes obligatoires, et il renvoie à une responsabilité, une forme d'égalité, les assureurs et les assurés au soin de se mettre d'accord, le pouvoir réglementaire ne pouvant intervenir qu'en cas de désaccord et d'absence de signature de la convention AERAS. En 2015, nouvelle évolution dans la convention AERAS, l'instauration du droit à l'oubli pour les personnes guéries de cancer depuis une certaine durée, 15 ans au départ, 10 ans ensuite, puis 5 ans depuis 1 an. Ce droit à l'oubli est intégré dans la Convention et il ne concerne que le cancer au départ. Depuis 1 an, il concerne également les personnes guéries d'une hépatite C. Là encore, les assureurs ont intégré ce droit à l'oubli dans la Convention parce qu'il y avait une loi qui allait être votée et parce qu'il y avait une mobilisation
des associations de personnes concernées. Voilà pourquoi on a avancé. Il faut attendre 2016 pour qu'une liste fixe les pathologies qui pourraient bénéficier d'une surprime, c'est-à-dire d'une cotisation majorée. Et le VIH, à l'époque, se voyait appliquer une surprime majorée de 100%, sous réserve d'avoir un bilan extrêmement favorable. Je dis, spoiler alert, ça n'a pas très bien fonctionné. Je passe très vite à l'initiative des associations de personnes vivant avec le VIH. Une loi a été votée en 2022, le 28 février, et est venue bouleverser la donne, puisqu'on a supprimé le questionnaire médical qui était imposé aux personnes, sous réserve d'avoir une quotité empruntable de 200 000 € par personne, et à condition que le remboursement intervienne avant le 60e anniversaire de celle-ci. La même loi imposait une renégociation de la convention ERAS qu'on a vue, et on a réussi à obtenir, après d'âpres combats et des disputes assez importantes, la suppression de la surprime pour la plupart des personnes vivant avec le VIH, sous réserve d'avoir actuellement et depuis un an plus de 500 CD4, ce qui est gérable, une indétectabilité et une durée maximale d'empreinte 25 ans. Je finis sur la pénalisation de la transmission du VIH, qui est quelque chose qui continue aujourd'hui à nous occuper. On pourrait penser que l'indétectabilité a mis fin à la pénalisation de la transmission du VIH. Ça n'est pas aujourd'hui le cas. On l'a vu avec Gilles tout à l'heure, la Cour de cassation est venue en 2019 seulement mettre fin à la pénalisation pour les personnes indétectables, en disant effectivement qu'aujourd'hui, même si il y avait des précautions des scientifiques qui mettaient, comme le disait Gilles, pas mal de si devant leur raisonnement, mais en tout cas, du point de vue du droit, une charge virale indétectable, c'est une absence de contamination et donc une absence de délit, le délit qui était l'administration de substances nuisibles. Juste pour terminer, aujourd'hui, donc je disais, on n'est pas arrivé tout à fait au bout, parce qu'effectivement, on ne peut plus être condamné. Par contre, on peut être placé en garde à vue, arrêté sur son lieu de travail, en disant à ses collègues attention, il est séropositif, et c'est pour ça qu'on l'arrête. Donc là, je vous ai mis un extrait de PV de 2022 d'une personne qui se fait arrêter devant ses collègues sur son lieu de travail. On lui place les menottes, on la place en garde à vue pendant 48 heures. À elle, ensuite, de déterminer qu'elle était bien indétectable et que l'indétectabilité, c'est une absence de contamination, enfin de risque de contamination. On a pu voir ensuite, et je vais m'arrêter là, le fait que dans les derniers jours, alors qu'une personne était arrêtée pour un autre délit, voire un crime, la presse en a profité pour dire que la personne était séropositive et qu'elle estimait que son traitement réduisait considérablement la charge virale. Non, elle n'estime pas, c'est une vérité scientifique sur laquelle j'aimerais bien qu'on ne revienne pas. Voilà, merci beaucoup.